bienvenue à tous, à toutes, à la seconde partie de cette première édition des Midi du Graphime, qui, bon, on l'a dit, va prendre la forme d'une table ronde qui rassemble des intervenants de milieux différents, mais connexes. Et au fil de cette discussion, nous allons poursuivre notre réflexion sur certains enjeux qui ont été évoqués lors du Speed Colloque, mais notre attention portera principalement sur les rapports parfois tendus, souvent inspirants, entre communautés de fans et créateurs, d'où le titre de cette table ronde, Fans, culte, culture et création. Donc, quels liens unissent les artistes à leur public? Peut-on envisager un dialogue entre eux? Comment représenter les communautés de fans et surtout, est-ce qu'on peut être à la fois auteur et fan? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et ceux qui vont se prêter à cet exercice, je vous les présente. Donc, Marc Joly-Corcoran détient un doctorat en études cinématographiques et est chargé de cours de cinéma à l'Université de Montréal. Il réalise en 1998 un documentaire sur le pèlerinage en Inde pour TV5 et travaille ensuite comme assistant monteur quelques années. Il tourne également quelques documentaires à l'étranger et réalise quelques courts-métrages DIY avant de faire un retour aux études en 2005. Il réalise avec Le Miroir un premier long-métrage de fiction qui met en vedette Normand Dano et tourne actuellement le documentaire Que le fan soit avec toi sur des fans québécois de Star Wars. La sortie de ces deux films est prévue en 2020. Gauthier Langevin, bachelier en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Gauthier Langevin a créé en 2007, en compagnie d'Olivier Carpentier, l'organisme Front Froid, qui édite et fait la promotion de jeunes auteurs québécois de bande dessinée associés aux littératures de l'imaginaire. De 2006 à 2012, il a contribué à plusieurs collectifs de nouvelles et de bandes dessinées, en plus de publier 2 livres aux éditions de ta mère, dont un sous le pseudonyme d'Orson Spencer. En 2010, il rejoint le studio Lunac et fonde en 2013 la maison d'édition du même nom. Et depuis la sortie de son premier tome en 2014, la série Far Out, qu'il écrit en compagnie d'Olivier Carpentier, a remporté un succès commercial et critique au sein des amateurs québécois de science-fiction. Et on est allé à la même école qu'on était à la maternelle. C'est encore plus intéressant. Philippe Marion est professeur titulaire à l'École de communication de l'Université de Louvain. Il est cofondateur de l'Observatoire du récit médiatique de l'École de journalisme de Louvain et du groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et arts en mouvement. Ses publications internationales portent sur l'étude des récits en images, sur la compréhension de la culture et des genres médiatiques contemporains, ainsi que sur la généalogie des médias. Il est l'auteur de Traces en case et de Schwittenfiliation, 2 essais sur la bande dessinée ainsi que de l'ouvrage de référence La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique, qu'il a co-signé avec André Gaudreau. Jean-Christophe Réel, tant qu'à lui, a remporté cette année le prix littéraire des collégiens avec son premier roman Ce qu'on respire sur Tatooine, qui a été publié chez Delbusso Éditeur. Il est également l'auteur de 5 recueils de poésie. Son plus récent ouvrage paru à la courte échelle s'intitule Peigner le feu. Et en plus d'avoir collaboré à plusieurs revues littéraires, dont Les Libraires, Estuaire, Lettres québécoises, Sabord et Zinc, on peut l'entendre lire ses poèmes une fois par mois à l'émission Plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada. Et finalement, Sophie Deras est réalisatrice et directrice photo et elle s'intéresse autant à la fiction qu'au documentaire. Avec son premier long-métrage de fiction recherché Victor Pellerin, elle remet en question les codes du réel. Elle réalise ensuite le long-métrage Les signes vitaux, qui est récipiendaire de plus de 15 prix à travers le monde. En 2015, elle réalise le film de fiction Les Loups, qui est le prix de la critique internationale FIPRESCI, et le profil Anima, un long-métrage documentaire sélectionné au Festival de Sundance, mettant en scène les rapports amoureux, politiques, identitaires à l'ère des réseaux sociaux et des révolutions qui embrasent le Moyen-Orient. Avec le récent Antigone, elle remporte le prix du meilleur film canadien au prestigieux Festival international du film de Toronto. Et cette transposition à l'ère des nouveaux médias de la pièce éponyme de Sophocle, Antigone va également représenter le Canada dans la prochaine course à l'Oscar du meilleur film international.
Félicitations. Merci. Avant d'entamer la table ronde, nous allons visionner un extrait exclusif de son long métrage, Antigone. Est-ce qu'on peut... Je voulais juste en faire une mini-introduction, bien sûr. parce que j'ai choisi cet extrait-là dans notre contexte là, actuel. C'est que dans Antigone, le titre l'indique, c'est vraiment une transposition de la pièce de Sophocle d'il y a plus de 2000, il y a près de 2400 ans à l'ère contemporaine. Et un des éléments que j'ai vraiment traduit dans notre langage actuel, ce sont les chœurs que l'on retrouve dans la tragédie grecque, que j'ai amené sous forme à travers les médias sociaux, c'est-à-dire c'est ce bruit de la cité qui commente, qui s'anime autour de l'action des personnages principaux. Et donc, moi, je me dis que oui, les médias sociaux sont ce reflet qui aussi, puis à travers le film, il y en a 3 chœurs. Celui que je vais présenter, c'est le premier, qui fait état d'une situation qui commente l'immédiat de ce qui initie la tragédie dans la famille en question, la famille d'Antigone. Mais après, dans le film, il y aura d'autres moments où ce chœur évolue. Donc, c'est le premier chœur du film. Je suis désolé, mesdames. C'est un juge qui aurait décidé de la suite. It's mine. I only came up, only hearing about the stein. Every other week with some bullshit killing my vibe. Who gonna have my back while I'm watching the other side? Ain't got no older brother, my older cousin inside now. So I guess I'ma ride now for myself since I will die by myself. Cause I got too much pride and I can't even cry to myself. Look, I was raised in the hood downtown, but that shit was covered by a cloud. Got used to the gun sound, see my best friend's guts on the ground there. 4 days it was left on the pavement, on the same path I would take on the way to school. Changed nothing but the way that I hang with dudes, I used to bang with dudes. Even taught me how to slang the fool, kangaroo, that niggas change the mood. Back then we making major moves, I can't lose with the attitude. And these are the things that the cat do to any nigga or anybody that's a dude. Shit hit you 100 strikes, cash you in the belly of the beast, that's fast food. Do you cry? 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 Oh, you got too much pride, too much pride. Too much pride, yeah. Who gon' ride? 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 Yeah, who gon' die? 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 Yeah. I'm 100 on St. Catherine stripper. Sitting in my life is like an acid trip. Spinning in my cup full, spilling in it. It's been a long day. Don't get your ass kicked, nigga. This that bastard. Look, I hate the bank. Love the bank, tell her though she got a rack. And what I tell her, here, deposit this and give me all it back. And hundreds, please, dollar bills. This rap shit is real. I take my dope, money, copper grill, cause that's just how I feel. I used to wrap my teeth with gold foil from the caramel. Chocolate bars as a kid, I still had bars even then. And boy, I was a boss at 10. Making 20 cost me 10, still waiting on my Father's Day. Get my turn these boys to men and friends to foes. To watch the hoes. See niggas let their lives for those. See niggas lose their lives for shit that ain't even worth fighting for. And this is who I'm writing this for. These are my adversities. That's why it'll cost you all of this. Complimented it for a verse from me. And I'll spit you all the birds and bees. My tooth burn like the 3rd degree. And my family begging me to stop cursing in these verses. But it's me personally. I ask, do you cry? Do you cry? Do you cry? Boy, you got too much pride. You got too much pride. You got too much pride. Yeah. And who gon' ride? 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 Who gon' die tonight? Who gon' die tonight? Who gon' die tonight? Who gon' die tonight? I'm 100 and 0 on St. Catherine strip. But sitting in my life is like an acid trip. Spinning in my cup full, spilling and it's been a long day. Don't get your ass kicked, nigga, is that bastard.
C'est un extrait qui est vraiment très pertinent dans le cadre d'une journée de réflexion sur la culture des femmes parce que ce que l'on remarque, c'est à quel point le montage que tu nous donnes à voir est ancré dans l'iconographie propre au web. Donc, ce n'est pas la première fois que tu t'es intéressé à ce type de communauté-là, puisque tu as exploré ce sujet-là par la voie du documentaire avec le projet Anima. Le profil Amina. Le profil Pardon. Anima, pardon, le profil Anima, oui. Et donc, ça mène à une question que je te pose d'abord à toi, mais que je pose à tout le monde. C'est quoi justement l'impact des communautés web, des communautés de fans sur ton travail de cinéaste et pour les autres, votre travail de créateur, d'éditeur, de romancier et de professeur, de chercheur? Moi, je dirais que personnellement, je suis demeurée assez discrète avec les réseaux par pudeur personnelle, mais aussi peut-être, je ne sais pas, peut-être que j'avais un certain vertige devant l'ampleur que ça pouvait prendre ou peut-être même la non-ampleur qui pourrait être aussi effrayante. Mais je suis restée très observatrice des réseaux sociaux et aussi de voir les réponses qu'on les appelle fans ou autres, mais les gens qui finalement qui interagissent. Et en étant très observatrice, ça a teinté effectivement beaucoup mon cinéma, donc mon travail de créatrice. Le profil Amina, c'est vraiment c'est une histoire qui ça se déroule essentiellement en ligne. C'est un fantasme en ligne. C'est d'abord un fantasme amoureux, c'est un fantasme de participation à une révolution. Et mes questionnements, moi, étaient beaucoup de comment mettre ça à l'image au cinéma. Et puis, ce travail-là, cette recherche-là, s'est poursuivie là, donc, dans ce film Antigone, où, à travers les chœurs, celui-là étant le premier, celui-là, il s'inscrit dans la fiction, mais les chœurs, si on se rappelle, c'est danser, c'est chanter dans la tragédie grecque, mais c'est pour ça que ça a l'air aussi d'un vidéoclip, ce que vous avez vu, puis en même temps, ça pige dans le langage des réseaux sociaux. Puis les trois chœurs dans le film vont évoluer autant en termes de langage, ils ne se ressemblent pas les trois, mais aussi en termes de ce qu'ils apportent. Il y en a un qui déforme la réalité, et puis il y en a un autre qui arrive en support, justement, en forme de solidarité avec l'action. Donc, c'est plutôt, pour ma part, c'est un travail d'observation, comment ça fonctionne, et après ça, d'en faire, comment je fais parler ce langage-là dans mon cinéma. Avant de donner la parole aux autres, est-ce qu'il y a eu un certain choc quand tu as commencé à travailler sur le profil Amina, de justement commencer à observer ces communautés-là qui s'expriment sur Internet? Un choc, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement, mais c'est évident que dans le cas du profil Amina, il y a un scandale qui est à l'origine de la volonté aussi de faire ce film, puis un scandale d'identité en ligne qui est devenu, c'est une enquête internationale, ça a engagé beaucoup de médias et traditionnels et nouveaux médias. Donc, il y a ça, oui, c'est un peu un choc, pas spécifiquement à moi, mais à l'ensemble de la communauté médiatique qui couvrait des événements et des personnes spécifiquement qui participaient aux révolutions au Moyen-Orient. Puis en plus, quand dans notre cas, il y a quelqu'un qui s'affiche comme a gay girl in Damascus, donc une fille gay à Damas, qui s'affiche dans quelque chose, c'est très osé s'afficher gay au Moyen-Orient. Donc, et ensuite, je ne veux pas raconter le film nécessairement, mais oui, il y a un choc lié à ça. En fait, il y a un choc lié à comment on peut lire toutes ces informations, comment on peut les analyser, comment on se doit aussi d'avoir une réflexion maintenant sur la source, d'où ça vient. En fait, ce film traite beaucoup et quelque part, on est en train d'essayer d'en connaître sur le Moyen-Orient, sur une fille gay qui fait la révolution là-bas, mais finalement,
on est en train de projeter notre propre fantasme. Je parle au nous, là, société occidentale versus un monde arabe aux femmes voilées. Et là, il y en a une qui se révèle. Donc, il y a quelque chose de... Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette étude-là de nous à travers l'image, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on renvoie de nous-mêmes ou qu'est-ce qu'on reçoit des autres. Ce sont des questions justement très ancrées à quiconque s'intéresserait à l'image qu'on se donne de soi sur Facebook. On le sait. Oui, qui est un grand fantasme, finalement, une grande construction, avec des ancrages dans le réel, évidemment. Là. Absolument. Marc, tu réalises un documentaire sur les fans de Star Wars, donc la question que je vous ai posée, d'une certaine façon, se répond par elle-même, mais qu'est-ce qui t'a mené à Ouais, c'est faire la ce question qui sujet-là? tue. Parce qu'évidemment, c'est un secret de polichinelle, là, je veux dire que les fans utilisent les réseaux sociaux aussitôt que c'est arrivé. Je veux dire que ce soit les premiers fan-films célèbres, dont on ne nommera pas nécessairement, mais qui ont été téléchargés massivement sur Internet parce que Internet existait et puis on voulait partager le fruit de nos créations. Donc, parce que bon, ça, c'est l'aspect donc, des créateurs, ce qu'on appelle les enthousiasmes, là, si on y va dans les catégories. Là, mais l'enthousiasme, c'est vraiment, fan enthousiaste, c'est vraiment celui qui participe activement à créer du matériel en lien avec sa passion. Mais par rapport à mon film, j'ai pas vraiment, je m'intéresse pas vraiment à l'image que les fans se donnent sur Facebook, dans la mesure où moi, je me suis vraiment laissé porter par le flow de ce que mes personnages allaient me montrer. Donc, évidemment, j'ai tourné sur 3 ans. Il y a beaucoup de conventions qui ne se retrouvent pas dans mon film, que j'ai... Il ne se passe rien. Donc, j'ai une histoire à raconter. Donc, s'il ne se passe rien avec mes personnages, je coupe. Mais, et puis, j'ai aussi essayé de ratisser relativement... Pas large, parce qu'évidemment, je me suis intéressé vraiment à la génération X. Donc, la génération X, que par exemple, les premiers auxquels je me suis intéressé, c'est des personnages qui s'appellent Jeff et Kim, qui, eux, sont très présents sur les réseaux sociaux, effectivement. Au fur et à mesure de mon tournage, je me suis rendu compte que c'était finalement plus ou moins eux, mes personnages principaux, c'est-à-dire qu'ils sont importants, mais effectivement, eux sont très, très présents sur les réseaux sociaux. Et on le voit dans le documentaire, évidemment. On les voit se prendre en selfie très souvent. Donc, c'est là. Donc, j'ai observé ça. Mais je n'ai pas été plus loin que ça dans le documentaire sur pourquoi est-ce qu'eux se représentent, ont besoin de cette légitimité-là de représentation. Mais je me suis beaucoup servi, par exemple, là où les réseaux sociaux sont venus aider le projet, quelque part. C'est que je me suis dit, OK, c'est une communauté qui est très grande sur Internet. Au Québec, elle n'est pas si grande que ça. On atteint, c'est une petite communauté au Québec, mais quand même, on parle d'une centaine de personnes. Donc là, évidemment, je me suis servi des réseaux sociaux pour davantage entrer en contact avec eux sur Internet, sur Facebook. Donc, envoyer des demandes d'amitié, des trucs, pour vraiment que je puisse entrer plus facilement en contact avec eux. C'est vraiment la manière avec laquelle moi j'ai procédé. C'est-à-dire essayer de rentrer en contact avec eux parce que c'était une communauté qui était quand même importante. Là. Est-ce qu'ils étaient réceptifs à ton... Oui, parce qu'il faut dire que j'ai pris mon temps. Ça fait depuis 2015 que j'ai commencé mes premières démarches avec mes premiers sujets. Ça a pris 2 ans après que j'ai commencé à tourner officiellement. Donc, on commençait déjà à savoir, il y a un dude qui veut faire un documentaire. Ah ouais, OK. Puis là, ça a été long avant que je leur dise, je suis un fan de Star Wars. Là. Je ne suis pas là pour vous juger. OK? Je suis là pour voir qu'est-ce qui se passe, uniquement. Donc, mais oui, effectivement, cette peur du jugement, elle est présente, évidemment. Au début, tu te présentes le mec qui est chargé de cours d'université, puis il y a une caméra, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, qu'est-ce qu'il veut montrer. Il y en a pour certains que ça dure beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, là, mon documentaire. Là. Ça fait 3 ans que je filme. Pour eux autres, c'est trop long. Là. Ils se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Pendant 3 ans, il filme. Ça fait 3 ans. Il me semble que... Passons à autre chose. Mais c'est parce que c'est bon. Tu sais ce que c'est. Je fais ce documentaire, c'est long. Puis m'en ai commencé à leur expliquer. C'est parce que 90% du stock que j'ai filmé,
Fait que, ouais. Je pose la question parce que dans mes propres recherches, où j'ai les quelques fois où j'ai tenté d'approcher des fans, Ouais. dès l'instant où tu te présentes comme étant Ouais, universitaire, tu as tout de suite une réticence à cause Ben oui. justement de Ça, c'est la documenté, peur de la là, évidemment. moquerie. Oui, c'est ça. Puis il faut dire, là, je dois ajouter que au Québec particulièrement, c'est une chose qu'on a remarqué là, avec certains de mes sujets. Effectivement, le phénomène de fans, les fandoms, les conventions, c'est sujet de moquerie dans les médias. Et je parle de TVA et de tous ces bon. Alors, oui. C'est de moins en moins le cas. Mais dans la culture anglo-saxonne, les conventions sont beaucoup plus respectées. Donc, mais dans la culture francophone, ici, on dirait que la question des fans, ce sujet, cet objet populaire, bleu. Et oui, bon, par la bande à l'université, forcément, on se bat aussi encore avec ça. Là, on ne va pas se le cacher. On va revenir sur cette question-là de la représentation des fans et de l'opinion que les médias ont sur eux, mais avant, tu as beaucoup parlé des conventions. Et Gauthier, étant éditeur de bande dessinée, tu as énormément d'expérience directe avec les fans. Toi, c'est pas par les réseaux sociaux, c'est carrément... par les réseaux sociaux aussi. Mais c'est ça, Mm. comme tu dis, le milieu de la bande dessinée est un milieu qui a une culture de la convention qui est très développée depuis longtemps. Qu'on parle en France ou aux États-Unis, on est appelé à rencontrer les fans dans le blanc des yeux plusieurs fois par année, pas seulement sur les réseaux sociaux. Donc, ça apporte il y a un relationnel qui se bâtit au fil des années avec le lectorat qui parfois doit être géré différemment que lorsqu'on est seulement derrière un clavier d'ordinateur. Donc oui, il y a une relation avec le fan qui est très présente. Et puis, avec le temps, on est amené aussi à penser puis à réfléchir aussi sur ce phénomène-là, parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Hein. Ça nous amène des belles choses, comme ça peut nous amener certaines complications parfois. Là. Mais c'est un milieu qui est très riche et qui est protéiforme, surtout, le milieu du fan. Parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir le simplifier pour des besoins normaux, légitimes, académiques, mais c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas qu'un fan, il n'y a pas qu'une forme de fan. Il y a un fan plus classique de type consommateur, il y a un fan dévot, il y a un fan commetteur. Puis c'est cette richesse-là qui fait en sorte qu'on peut aller piger puis avoir des discussions assez intéressantes à ce sujet-là, ici, aujourd'hui. Philippe, en tant que chercheur, es-tu d'accord avec ce que Gauthier avance par rapport au fait qu'on a tendance à simplifier la figure du fan pour en faire une sorte de concept académique d'un point de vue universitaire? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, justement. Exactement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que, comme tu le disais, c'est très protéiforme, mais c'est vrai que la question du fan est directement liée à de la passion et de l'émotion, et aussi à la médiatisation. Et dans les milieux universitaires, surtout français d'ailleurs, il y a une sorte de crainte par rapport au traitement de l'émotion et de rapport à l'émotion, qui fait que cette histoire-là est un peu suspecte. D'autant plus qu'elle est liée avec la culture populaire, qui n'est toujours pas si bien intégrée dans le cadre académique français, contrairement aux anglo-saxons, comme tu disais. Mais je crois qu'il y a vraiment une typologie de fans à établir, qui n'est pas encore vraiment très établie, je trouve, ne serait-ce que par rapport aux objets. Par exemple, un cinéphile, c'est un fan d'un média qui s'appelle le cinéma. Ce n'est pas la même chose qu'un fan d'une personnalité ou d'une bande dessinée, ou bien d'un sport. Il y a des fans de sport. Il y a un côté rapport à l'objet qui est très diversifié et qui implique des postures et des positionnements très différents aussi. Donc je crois qu'il faut établir sûrement une typologie par rapport aux objets, par rapport au profil, au mental, au régime de croyance, de crédibilité, parce qu'il y a des fans qui sont tout à fait au 3e degré et d'autres qui sont au niveau du dévot, au niveau du 1er degré, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même posture. Donc je crois qu'il faut sûrement faire une approche multiforme de ce phénomène qui est très complexe et tout à fait passionnant, parce qu'il est un reflet, il est une image, il est un miroir à la fois des médias et de la société. Et Jean-Christophe, avec
on va utiliser l'exemple de ton roman pour aborder la question de la représentation des fans, et ça va être intéressant le dialogue qu'on va pouvoir faire avec Sophie et Marc, parce que toi, tu as fait un roman de fiction dans lequel tu t'es plongé vraiment, et ça, c'est intéressant, dans un fan de Star Wars, mais qui est très solitaire. Donc, Ouais. lui ne s'inscrit pas dans une communauté. Bon, probablement parce qu'il est un peu asocial. Je pense qu'on pourrait le décrire Oui. comme cela, mais c'est pas un fan qui va fréquenter les conventions, par exemple. Non. C'est quoi la question, excuse? Comment justement, quand tu travaillais sur le roman-là, Ouais. à quel point la passion du personnage pour la guerre des étoiles était importante? Ben, c'était pas si important dans la mesure où l'idée. Mon micro marche-tu ou Oui. j'ai. Ok, j'ai pas l'impression. C'est parce que ça porte. Ça porte, hein? Oui. Je suis désolé. Oui. Non, ok. Ah, c'est bon. Non, l'idée de départ avec Star Wars, en fait, c'est le personnage principal est atteint de fibrose kystique, maladie pulmonaire, puis c'était niaiseux, c'était de faire un lien avec Darth Vader et sa respiration. Fait que tout est comme parti de là. Puis ensuite, ça a fait. Ça a monté. J'ai utilisé Star Wars pour. Comme espèce de prétexte, si tu veux, à une histoire qui. Tu sais, je voulais. Tu sais, bon, le roman parle. Ce qui est bizarre, c'est que de résumer mon livre, c'est. Si je résume ça comme en quelques lignes, c'est très plate, là. C'est très plate, là. C'est un gars qui travaille dans un Super C, qui est pauvre comme la dalle, qui habite dans un demi-sous-sol d'un vieux bonhomme qui n'a pas de dents. Pas plate. C'est pas plate, non? Non. OK. Continue. Parce que, tu sais, vite comme ça, C'est bon, déjà ça a l'air intéressant. ennuyant. Mais Star Wars, ça aurait pu être Le Seigneur des Anneaux, ça aurait pu être Star Trek, ça aurait pu être la série Alien, ça aurait pu être. J'aurais pu faire des liens avec n'importe quoi. En ce moment, je travaille un deuxième roman, puis le gars, c'est un humoriste, c'est un geek d'humour. Fait que là, je suis vraiment en train d'écrire de vraies blagues pour mon roman. Puis là, je les teste sur des gens. Des fois, c'est vraiment des mauvaises blagues. Des fois, c'est des pas pires blagues. Fait que les pas pires blagues, je vais les mettre comme à la fin du roman. Puis qu'il y a une espèce de build-up de. À la fin, il faut qu'il soit bon, l'humoriste, tu sais. Hein. Fait que là, c'est bizarre que je. On dirait que mon travail, c'est inconscient que je travaille des personnes qui sont fans de quelque chose. Étrangement, puis c'est pas voulu comme. C'est bizarre, je peux pas décrire ça. Donc tu t'es pas posé la question de comment représenter convenablement le fan. Non, j'ai pas pensé aux fans. Je sais que j'imaginais pendant le processus que ça allait intéresser certaines personnes, certains geeks de Star Wars, certains fans de Star Wars par rapport à ça, mais encore là, tu sais, c'était pas mon but nécessairement là, de faire un truc très geek. Je voulais que n'importe qui aime pas, une personne qui aime pas Star Wars, qui comprend rien à ça, puisse embarquer dans le roman. Puis c'est pour ça que mes références, je pense, sont pas trop obscures. C'est assez simple. Tout le monde connaît Obi-Wan ou Yoda. C'est des trucs assez. Bon, quand des noms de planètes, c'est un petit peu plus poussé, mais encore là, je voulais pas mettre l'accent là-dessus. Je voulais pas que ce soit un obstacle à. On peut-tu rebondir sur ce qu'on Oui, dit? bien sûr. Ou, c'est juste mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que je voulais faire avec le documentaire, c'était d'essayer, en tout cas, au montage, j'essaie de le faire. Et ce que j'ai tourné aussi, mon objectif, c'est que Madame Gertrude, qui collectionne des grenouilles en porcelaine, elle puisse trouver son compte dans ce documentaire-là. Tu sais. Donc, c'est-à-dire, même quelqu'un qui n'aime pas Star Wars pourrait peut-être, à la limite, aussi trouver quelque chose d'intéressant dans le documentaire, comme toi, ton roman. Oui, ben c'est d'essayer d'une portée universelle. Tu sais, je veux dire, juste avec, mettons, mon recueil de poésie, La fatigue des fruits, je parle beaucoup de maladies pulmonaires, mais tu sais, j'ai pas appelé ça la fatigue de la maladie, tu sais, parce qu'il y a personne, c'est pas tout le monde qui est malade, mais tout le monde est fatigué, je pense. Tout le monde vit une fatigue quelconque à un certain niveau. Puis je pense que tout le monde peut se trouver dans une certaine fatigue. Fait que c'est l'objectif, c'est d'essayer de trouver des thématiques un peu universelles, mais dans des créneaux où tout le monde peut trouver son compte. Là. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui. Je crois que ça me fait penser à une question que j'aimerais te poser, Sophie. Est-ce que tu considères que ces communautés-là, les communautés WEM, sont hermétiques ou au contraire, elles sont accueillantes? Parce que
tu disais que toi, tu étais l'observatrice, donc tu étais un peu l'outsider par rapport à ce qui se faisait sur Internet. Est-ce que cette position-là, tu as l'impression qu'elle se serait maintenue si tu avais tenté de t'intégrer à elle? Moi, j'ai plutôt une impression d'accueillant parce que on est dans un espace public pour la plupart. Là, je sais qu'il y a d'autres espaces, il y a un dark web, mais bon, c'est peut-être pas ça Ce sera une autre le journée sujet. d'études. Ouais, c'est ça. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, hein, certainement. Mais donc, et aussi, il y a eu comme une mécanique d'emblée avec l'arrivée de Facebook qui est d'aller chercher comme une espèce de dépendance à l'application elle-même, aux réactions que l'on provoque lorsqu'on inscrit nous-mêmes quelque chose dans cette application, puis Instagram, etc. Puis peut-être que ça ressemble un peu, là je m'avance, mais justement des collectionneurs aussi. Là, il y a quelque chose dans lequel on entre, puis là on est happé, puis je ne sais pas, tu te fais faire un premier tatouage, puis là tu es foutu. Il va falloir que ça grandisse. Puis c'est peut-être pour ça que moi, j'hésite à mettre le pied dedans aussi. Fait que là, je l'observe. Puis, parce qu'il y a quelque chose qui peut aisément... moi, j'aime l'image, j'aime ce langage. Je pourrais très bien me faire happer par ça. Mais... On voit, on parlait des nouvelles technologies tout à l'heure, hein, des réseaux sociaux, etc. Si on prend l'exemple des YouTubeurs et YouTubeuses qui ont ce qu'on appelle chez nous, en bon français, des followers, donc les followers en question, finalement, ça peut devenir, on est proche du followers aux fans, et même aux fans radicalisés. Et donc, c'est intéressant parce que les réseaux sociaux exacerbent le cheminement de l'entrée en fan, si je puis dire. Oui. Parce qu'on peut être juste un follower, et puis un follower peut être un fan radicalisé assez vite, surtout dans le cas des influenceurs, etc. Et je ne sais pas, ça fait plusieurs fois que j'entends vos interventions, puis avez-vous le sentiment que dès lors où il commence à y avoir une communauté de plus en plus forte de followers, est-ce que le revers vient presque automatiquement donc de la critique et même comme il y a de l'anonymat aussi dans ces réseaux, une critique qui peut être même virulente, acerbe, violente, voire même menaçante. À l'intérieur du groupe? Ou à l'intérieur du groupe ou en périphérie, mais comme tout le monde peut y entrer, comme le phénomène du troll ou mais tout, comme tout succès aussi appelle l'inverse, on va critiquer fortement ce succès. Et qui exacerbe la méchanceté, hein, comme on a travaillé justement là-dessus. Maintenant, on entend beaucoup l'expression toxic fandom, qu'on n'entendait pas il y a 10 ans. Donc, il y a comme, je vois poindre une période, peut-être qu'on l'a entendu, mais c'était pas, il me semble qu'on l'entend. Mais justement, ces groupes marginaux-là, les fans toxiques, j'ai l'impression que depuis un certain temps, dans les médias généralistes, on ne parle justement que de ça. On perd de vue le fan passionné. Oui, effectivement. Mais ça, c'est les réseaux sociaux qui exacerbent cette minorité-là. Mais cette minorité-là fait en sorte qu'on se demande jusqu'où ça va aller dans les réseaux sociaux. Parce qu'avant, les réseaux sociaux, il existait eux autres aussi, les fans toxiques, mais je veux dire, ils n'étaient pas en communauté aussi soudés que maintenant. Maintenant, ils peuvent s'alimenter l'un l'autre. C'est comme des gens qui sont élus à la tête d'un pays, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Donc, bref, à travers les réseaux sociaux, fait que ça légitime des comportements, des fois, qui ne sont pas moralement, disons, acceptables. Ce qui fait que même dans les communautés de fans, tu as aussi justement on s'alimente, puis à un moment donné, ça devient toxique, puis c'est ça, malheureusement. Mais en fait, je voulais rebondir sur quelque chose. On disait, c'est vrai que c'est facile tu disais, tu serais tenté de te laisser embarquer si tu disais que tu préfères rester de l'extérieur. Mais je dois dire que après 3 ans, ma conjointe m'a suivi un peu parce que, bon, elle était en situation de vie, etc. Puis elle m'a suivi dans mes tournages et tout ça. Puis là, on s'est fait des amis là-dedans, évidemment, à force d'être là. Puis ouais, c'est tentant de m'amener de glisser dans cette... ça peut être bien aussi, ça peut être
agréable, mais c'est ça, il faut regarder, il faut surveiller. Quelque chose qui a été évoqué durant le Speed Colloque, c'est les rapports entre les fans et les créateurs. On le sait maintenant avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile pour un spectateur qui va aller voir Antigone aura peut-être plus de facilité à rentrer en contact avec toi. Et dans un sens plus large, on est conscient maintenant que les grands directeurs de franchise, Kevin Feige avec Marvel, prend très au sérieux les commentaires des fans. Un exemple assez drôle, très récemment, il avait sorti la bande-annonce de Sonic le Hérisson. Les fans ont hurlé à cause de comment le personnage était animé et la sortie du film a été repoussée afin de l'adapter au désir, d'adapter le personnage au désir des fans. Donc, qu'est-ce qu'il y en est selon vous de ce dialogue-là? Est-ce que c'est quelque chose de réellement nouveau ou et ce serait quoi son ampleur? Je pense, si je peux me permettre, le public est de plus en plus actif. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce ne sont que des fans maintenant, mais le public change en général aussi. Le public a accès à des plateformes pour s'exprimer qui sont beaucoup plus démocratiques qu'avant. Donc, déjà là, le public en général a des aspects du fan. Nous, on a eu la chance d'avoir une communauté derrière nous qui nous a aidés parfois à même sortir des livres par l'intermédiaire du sociofinancement, des choses comme ça. Je pense que c'est un des aspects positifs de l'empowerment du public en général. Puis, dans le domaine de la bande dessinée, du moins, les éditeurs américains sont extrêmement à l'écoute des fans sur Twitter. Le fanbase sur les réseaux sociaux devient même un élément clé des modèles d'affaires des livres. Moi, j'ai vu des éditeurs prendre des décisions éditoriales en fonction du nombre d'abonnés qu'un auteur avait en particulier sur Twitter. Donc là, oui, il y a une relation directe entre le fanbase et l'édition. Maintenant, aux États-Unis, en bande dessinée, c'est clair et net. Il y a même des fans qui ont fait arrêter des séries. Il y en a qui ont insisté pour faire continuer d'autres séries. C'est un danger en même temps parce que si on veut arriver avec quelque chose de nouveau qui n'est pas nécessairement déjà aimé, pour simplifier les choses, c'est plus difficile parce que le modèle d'affaires est plus difficile à amener puis à justifier parce qu'on prend un risque. Les éditeurs ont de moins en moins envie de prendre des risques parce que plus en plus de pression financière sur eux. Puis ça donne des résultats comme ça. Donc, il y a une espèce de... Le pan le pan positif, c'est qu'il y a une démocratisation du fandom, mais le pan très dangereux, c'est qu'il y a une espèce de forme, puis là, je mets ça en gros guillemets radiophoniques, d'eugénisme culturel, si vous voulez. Et avec des effets aussi, je pense à ce qui se passe en bande dessinée en Europe, hein, c'est un peu la même chose, en tout cas dans le domaine francophone, où ce qui se passe, c'est que maintenant les éditeurs veulent, quand ils acceptent des nouveautés, ça doit être déjà sérialisé. Il doit y avoir déjà 4 épisodes possibles pour créer une fin de base, justement, une base forme, pour pouvoir avoir une dynamique là-dessus. Et donc, ça a une influence directe sur le type de création qu'on peut faire. One Shot, créer juste une bande dessinée pour essayer, ça devient presque impossible. Il faut déjà penser sérialité pour créer un effet de fan base. Est-ce qu'en quelque sorte, on n'assisterait pas, si on veut, à la victoire du spectateur, la victoire du lecteur qui maintenant aurait mainmise sur la création, ou qui aurait encore plus son mot à dire? Mais c'est une part de la création. Ouais. Moi, je pense qu'il va toujours y avoir aussi une création libre qui émane d'un individu ou un petit groupe. Oui, puis il faut pas oublier aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect performatif du fan aussi, qui peut être lui-même créatif. Donc il peut être réactif et donc critique, positif, louangeur, etc. Donc être dans son ambiance émotionnelle autour du produit, autour de l'œuvre, mais il peut aussi faire ses propres créations, ses propres réappropriations, et donc avoir une créativité parallèle, qu'on trouvait déjà dans les fanzines, d'ailleurs, en bande dessinée, hein, ce type de créativité un peu alternative.
ou au cinéma, avec l'exemple des fan-films sur Mhm. lequel, Marc, tu as écrit ta thèse de Ouais, une doctorat. partie de ma thèse. Ouais. Ben, les fan-films, effectivement, là, je veux dire, ça a été. Mais ça, les fan-films de Star Wars, par exemple, évidemment, c'était le sujet aussi de ma thèse. C'était intéressant parce qu'en fait, il y en avait avant Internet. Donc, des fan-films. Et Tu sais, comment est-ce qu'ils se les- distribuaient, ces films-là? ils se distribuaient pas, ils écoutaient ça en famille. Je veux dire, les premiers, dans les années 30, étaient des fan-films de Tarzan, de super-héros. Je veux dire, ça a fini par sortir quand les réseaux sociaux, maintenant, sont. Tu sais, Don Bluth, qui a écrit une première adaptation de Empire Strikes Back, dans sa jeunesse, avait fait des fan-films qu'il a fini par mettre sur son site Internet, des fan-films de Spider-Man et tout ça, qui tournaient dans les années 50 avec sa caméra, tu sais, sa caméra 8 mm. Puis, tu sais, après, tu sais, Star Wars est sorti en 77, 78, il y a Hardware Wars qui est sorti, mais tu sais, je veux dire qu'il y a eu une petite distribution qui était vraiment une pastiche, là, réalisée par un mec qui avait fait qui travaillait pour Sesame Street, là, la gang Sesame Street. Puis par la suite, bien évidemment, il y a eu un bon laps. Puis quand là, les réseaux sociaux sont arrivés, où est-ce que là, on s'est rendu compte qu'on peut partager le fruit de nos créations, bien là, il y a eu un boom de fan-films. Mais vraiment, le boom. Tu sais. Troops est sorti en 97, après ça, George Lucas and Love, 99, puis là, jusqu'en 2005. 87 à 2005, là, il y a eu une flopée de fan-films de Star Wars. Mais ce qui est intéressant par rapport au fan-film et ce développement-là, c'est que ça obéit au principe de dérivation de la littérature populaire. Tu sais, la littérature populaire, elle est basée sur ce que le Tourneux a bien parlé de ça. Il parle d'architecte, c'est-à-dire que c'est un texte qui est en prolifération. Hein, et les fans sont des artisans de cette prolifération, de ce développement, de ces dérivations. Et donc ça prend alors une cohérence et une amplitude intéressante. Mais c'est à cause du réseau de distribution qu'il y a eu une prolifération, parce que sans ce réseau de distribution-là, ça restait discret. Les gens ne se lançaient pas dans la production de fan-films. C'est parce que les gens qui produisent quelque chose, les créateurs, ils veulent que ça soit vu. Tu sais. C'est ça un petit peu le but. Et en somme aussi, c'est le phénomène que tu décrivais, Sophie, que si je souhaite faire un fan-film et en allant sur Internet, je me rends compte que plusieurs autres personnes en ont fait, ça devient une sorte de marche à suivre. Donc, on le voit avec les memes. Le meme prend de l'expansion s'il est partagé. Autrement, ben, il tombe mort. Et je pense que c'est ça qui est très inspirant, d'une certaine façon, avec les fans actuellement. C'est justement que l'Internet fait en sorte qu'ils peuvent sortir de l'ombre. Ils sont plus relayés aux conventions, mais ça apporte des nouveaux enjeux que Gauthier, tu as évoqué, qui vont carrément toucher à la production en tant que telle. Avant de passer aux questions du public, parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un fandom typiquement québécois? Parce que j'avais lu un article récemment qui soulignait qu'on tient, et ça, Philippe, tu l'as un peu évoqué, on tient rarement compte de la dimension nationale d'un fan. Qu'un fan japonais de Batman ne va pas avoir la même lecture de bande dessinée qu'un basé au Québec. Donc, est-ce que, selon vous, l'amateur de bande dessinée, de films basé dans notre belle province aurait une spécificité? Est-ce que je peux... Ben, avec mes observations que moi j'ai faites, ben, au départ, on serait tenté de te répondre non. Moi, je répondrais oui. Hein? Oui, il faudrait. Ben, non, dans la mesure où... Mais oui, dans la manière de l'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, des observations que j'ai faites, parce que, bon, ça, il y a aussi, là, je pourrais dériver la question, parce que je trouve que Richard a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là. Richard, est-ce que Richard est là? Richard n'est pas là, il est parti. Il a émis un commentaire sur est-ce qu'on peut être fan seul, ça, je trouve ça intéressant. Mais les observations que j'ai faites, voilà, je ferme la parenthèse, c'était que la 501e Légion, par exemple, qui est un groupe de costumadiers, cosplayers, et qui, il y a 4 groupes. Donc, juste pour faire juste rapidement, j'ai une petite organigramme. Là. Il y a la 501e, il y a la Rebel Legion, il y a les Mando, puis il y a les Astromech. Okay, ça, dans le monde, il y a 4 groupes de fans de Star Wars qui font chacun leur truc. Il y en a qui font des robots, il y en a qui se déguisent, qui se costument en Mandalorian, en plus la série qui sort dans pas long.
les Rebel Legion, ils font les gentils, puis la 501e, ils font les méchants. Donc, et puis, aux États-Unis et dans d'autres endroits dans le monde, ces groupes-là sont séparés, puis il y a des guerres internes assez intestinales. Et puis, au Québec, l'un des objectifs... Ah oui, donc c'est assez incroyable. Tellement intense. Je ne l'aborde pas Tu vraiment peux en Tu peux documentaire. développer un peu cette idée-là? Ben, c'est que c'est très sérieux. Tu sais, Ouais, ouais. pour nous, tu sais, on l'analyse ici en ce Ouais. moment, mais c'est très sérieux pour eux. Tu sais, il y a des patchs, c'est quasiment comme des gangs de motards organisés. Oui, non, mais c'est ça, mais juste parce que Ouais. au Québec, la spécificité, c'est que les gangs, contrairement à ailleurs dans le monde, sont plus soudés, sont extrêmement soudés. Puis un des commentaires d'un de mes sujets, là, le principal, qui lui s'est présenté comme commanding officer de la Légion 501 et tout ça, lui, il voulait rassembler tout le monde. Puis justement, il fait référence aux États-Unis, qu'il y a des guerres internes et tout ça. Vraiment, les groupes, là, ils se tiennent vraiment le groupe de Mendo et la 501e Légion dans les celebrations aux États et dans les conventions aux États-Unis, ils ne sont pas un à côté de l'autre. Ils sont dans chacun de leur coin de la salle de convention. Vraiment. Okay. Alors qu'au Québec, c'est beaucoup plus uni. Donc, ces spécificités-là, peut-être au Québec, qu'on retrouve. Et tout ça est curaté par Disney maintenant, en plus, ce qui est assez étrange. Ouais. C'est vrai, c'est rendu normé, donc il y a un contrôle de qualité qui est effectué par Disney sur la qualité des costumes, les patrons utilisés, etc. Donc, Ben ça, à l'interne, la c'est 501e normé, sont déjà beaucoup. Ouais. Mais ce qui est normé, je te dirais que c'est plus dans les comportements. Tu ne peux pas pointer un gun vers la caméra quand il y a des photos, des selfies ou des trucs comme ça. C'est des choses comme ça au niveau du comportement qui sont normées. Mais au niveau des costumes, je dirais que ça fait longtemps qu'ils sont assez. La 501e n'a pas besoin de la Walt Disney pour être à la coche. Ils sont déjà assez. Toi, Sophie, tu allais dire que oui, il y avait une spécificité québécoise. Ben, moi, disons, autre sorte d'expérience complètement, là, mais je trouve que, bon, en cinéma, on sait, il peut y avoir un caractère quasi mythique avec les acteurs. Hollywood a carburé énormément là-dessus, toujours. Et je pense qu'on voit clairement, moi, à mon échelle, là, je vois, parce que Antigone, je l'ai présenté il y a quelques semaines en Corée du Sud. Puis là-bas, il y a une réaction des gens qui est complètement différente de la réaction des Québécois. Je dirais que c'est l'autre extrême opposé. Il y a, et pour moi, la réalisatrice et pour la comédienne principale, il y a un line-up pour avoir des autographes. Puis le moment où ces fans-là, même si ce n'est pas des fans qui ont une historique avec nous, mais c'est des fans du moment, au moment d'avoir l'autographe, c'est comme s'ils allaient s'évanouir. Puis ça, le Québécois moyen, il n'a pas ce rapport-là à, mettons, à un autre individu ou même où il pourrait défaillir. On rencontre les autres créateurs ou des créateurs en général, puis même il y a une certaine pudeur, on ne veut pas entrer dans leur bulle, on ne veut pas les déranger, et peut-être même aussi peut-être même une position d'une certaine fierté. On ne va pas demander un autographe parce que on est tous égaux, il y a quelque chose de... C'est drôle ce que tu dis, parce que ça rejoint la vieille théorie de Edgar Morin sur les stars. Il disait le principe fondateur de notre rapport, du rapport aux fans par rapport aux stars, c'est le principe d'inégalité. Il n'y a pas de réciprocité, on est dans un rapport d'inégalité. Ouais. C'est un peu ce puis même, moi, je l'avais vécu en tournage au Japon, où moi, j'étais en tournage, puis on avait une interprète, puis on rencontrait un designer, puis notre interprète... on est au début, puis on entre dans un bureau. Moi, je dirais que le mec qu'on allait interviewer est habillé comme toi, là. Puis moi, j'avais l'impression que j'allais voir comme un ami. Il y avait des baskets, là, comme ça. Puis son bureau, c'était bien designé, mais il y avait quelque chose de très accessible, très sympathique. On se met en place. Et puis, notre interprète, elle est vraiment... en tentant de fournir comme l'interprétation, de nous traduire en français. Puis je me retourne vers elle, je lui dis, mais est-ce que ça va, là? Tu te sens pas bien? Puis elle dit, c'est parce qu'elle est très, très célèbre. Il a designé mon téléphone. Donc, cette expérience au Japon rejoint mon expérience que je viens de vivre en Corée du Sud. Il y a comme tout un autre... donc, culturellement, il y a un autre rapport avec
Ceci dit, c'est vrai pour les profs, le rapport Oui, prof-étudiant. aussi, oui. C'est pas le même rapport en La Asie hiérarchie, qu'ici au ouais, Québec, c'est ça, qu'en ouais. Europe, qu'en Italie, qu'en Grèce. Ouais. C'est vrai, Et, c'est pas la même chose. et avant d'aller aux questions du public, toi, Jean-Christophe, ton roman répond à cette question-là parce qu'il est vraiment ancré dans la culture québécoise. Ouais, moi, c'est bizarre, j'ai reçu des trucs de fans par la poste, genre cousu à la main. Ah ouais, Puis là, j'étais comme. J'avais peur de sortir de chez nous. Les 2 premières journées, je me disais, ah, ça va être misery. Là, elle va me piquer. Ah, on a peur des elle fans. elle va me péter les chevilles ou je sais pas quoi. Mais, puis, non, le rapport était. Ben, c'est à cause du prix des collégiens que c'est vraiment des. Les cégepiens sont vraiment passionnés, puis articulés, puis quand ils tombent là-dedans, puis qu'ils aiment ça, tu sais, pas à moitié, puis ils t'en posent des questions, puis ils réinterprètent ce que tu as écrit, puis ils m'ont fait voir des affaires que je n'avais jamais vues, puis tu sais, ils m'ont photoshopé à la face. Puis là, j'étais comme, avec les autres finalistes, tu sais, j'étais comme, ah, est-ce que vous avez ça ou non, on n'a pas ça? Est-ce que c'est parce que ça a attiré des gens justement fans de Star Wars? Est-ce que ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais ouais, c'était spécial, ce truc-là. Ouais. On a peut-être parfois peur des fans, mais on n'a pas peur de vos questions. Donc, si vous avez. Transition, waouh. Si vous avez des. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Moi, je rajouterais par rapport à la spécificité Bien sûr. du Québec, les discussions m'ont amené à. Ça me rappelle qu'il y a une belle hybridation dans les influences chez les fans, surtout au Québec, parce qu'on a été en contact avec beaucoup d'influences qui venaient d'un peu partout à travers le monde. Étant donné qu'en bande dessinée, on n'avait pas encore, dans les années 80, 70, une littérature nationale forte en bande dessinée, on est allé chercher au Japon, en Italie, en France, aux États-Unis, plein d'influences. Puis ça a créé quelque chose de très spécifique au Québec, je pense, qui est vraiment intéressant au niveau de l'hybridation que ça a créé, même chez les créateurs, maintenant. Mais avez-vous quand même l'impression que même ça date de Félix Leclerc, là, c'est comme il faut aller chercher une reconnaissance à l'étranger pour pouvoir valoriser le travail des créateurs ici. Tout à fait. C'est Ouais. fou, hein? Oui, ouais, ben, tu sais, je pense que le meilleur exemple, c'est Michel Rabagliati, qui n'était pas si connu que ça. Il a fallu qu'il gagne le prix d'Angoulême pour être invité à Tout le monde en parle. C'est un bel Ouais. exemple. Ah, ouais. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des étudiants gênés. Oui. On a touché un peu au sujet. Oh, bonjour. OK. On a touché un peu au Un peu plus sujet. bas, le micro, s'il vous plaît. On a touché un peu au sujet. Mais comment expliquer cette espèce de façon qu'un fan québécois va avoir d'aborder quelqu'un qu'il admire comparé à même nos voisins américains du Sud? On a une façon assez familière d'aborder nos idoles. Est-ce qu'il y aurait des théories là-dessus? Moi, j'en ai une, mais elle est peut-être pas politiquement correcte. Oh. J'ai toujours vu le Québec comme une grosse famille. Puis on est un État famille. Puis on va parler de Céline Dion comme la petite Céline. La petite Céline, elle s'est rendue loin. Tu sais, où, on a un rapport très. On s'approprie beaucoup notre stardom comme si il ou elle faisait partie de nos familles. Puis on est porté à juger beaucoup dans un prisme très familial aussi. On ne va pas nécessairement parler d'argent, ça va être un peu. Ça va être osé, comme dans un souper de famille, tu sais, on va toujours avoir un oncle qui va se vanter de Oui, son trop de nouveau succès, char. c'est louche. Ouais, le Ah, succès va ouais. être un peu louche. Mais c'est un gros préjugé en même temps. là. Mais tu sais, tu nommes Céline Dion, puis elle est devenue une méga star, mais avec le souci de toujours rester accessible. Ça reste tu sais. Céline. Elle-même, c'est l'image, ben, peut-être que c'est sa nature aussi, mais, Ouais. mais Mais elle a c'est une toujours, femme empire, tu sais, en quand même temps. même, oui, oui, oui. Tu sais, comme partout, Ouais. elle est connue, mais ici, il est arrivé un peu la même chose avec Abeille Gélina ou des actrices très connues à l'international, mais qui vont rester comme dans un rapport très familier avec le public québécois.
Peut-être pour faire un lien un peu avec l'actualité, là. Moi, je travaille dans le milieu de la librairie, puis récemment, on a reçu le dernier album d'Astérix et Obélix. Puis, tu sais, on s'entend que c'est plus les mêmes auteurs. Est-ce que ça répond vraiment à un désir de fan? Parce qu'en même temps, moi, j'ai tellement eu des mauvaises critiques, comme quoi, tu sais, l'image, la qualité du texte, tu sais, ça avait même plus rapport. Fait que c'est quoi, en fait, le but éditorial de cette démarche-là? L'argent. C'est ça. Ouais. C'est vrai, le, parce que c'est plus du tout la même chose. c'est le groupe Hachette et Lagardère qui veut faire des sous. Après ça, il y a des considérations esthétiques puis artistiques, là, évidemment. Ceci dit, la question est intéressante parce qu'il y a un risque de rupture avec les fans, avec certains fans en tout cas, qui ont quand même une cohérence de l'univers d'Astérix, qui risque d'être mise à mal et donc on ne retrouve pas leur compte, je crois. Et donc, l'argument financier est évidemment dominant, mais on prend des risques avec la cohérence d'une base Astérix, je pense. Et donc, on ne peut pas. C'est le principe de l'élasticité réduite. On peut tirer sur l'élastique, mais à un certain moment, l'élastique risque de sauter. Plus le capital culturel est fort dans la marque aussi, plus on va pouvoir tirer sur l'élastique. Astérix a un capital culturel énorme, surtout en France. Moi, une des choses les plus intéressantes que j'ai vues avec Astérix cette année, c'est les stratégies marketing autour de la mise en marché. Donc, renommer des stations de radio, de nom de la Gaule française, qui était une très bonne créativement. C'était intéressant. J'ai pas lu l'album, par exemple. Elastix. Il y a d'ailleurs eu, avant d'entendre la question de mademoiselle, il y a eu une montée de colère des fans cette année à cause d'une publicité pour McDonald's où on voyait les Gaulois festoyer dans un restaurant et on pouvait lire les commentaires des fans qui expliquaient précisément pourquoi jamais Astérix et Obélix n'iraient dans un McDonald's. C'est quand même assez étrange comme débat, mais qui était assez fascinant à lire. Oui. Vous avez dit dans le fond que le Québec était différent par rapport à son rapport avec leurs idoles, puis les réalisateurs et les auteurs et ça. Mais est-ce que vous trouvez, mettons qu'avec les réseaux sociaux, le Québec s'homogénise un peu par rapport à son rapport avec l'œuvre plutôt qu'avec les auteurs? Comme, est-ce que vous trouvez que les Québécois deviennent fans plus forts, comme, mettons, aux États-Unis, là, où ils sont vraiment intenses par rapport à leur amour, mettons, de Star Wars ou de n'importe quel autre film de science-fiction, là. C'est ça, comme plus par rapport à l'œuvre, qu'est-ce que vous pensez des Québécois? Je sais pas trop comment poser la question. Comme... vous avez dit que les Québécois étaient différents. Leur idolisation mettons, vous avez dit qu'au Japon, il était... Oui, c'est ça, des personnes, mais par rapport à l'œuvre, c'est quoi la différence des Québécois, des fans québécois? Moi, je ne saurais pas répondre parce que moi, par exemple, je suis allée 2 fois, tout le monde en parle. Puis, du côté de mon père, je suis des îles de la Madeleine. Puis là, mettons, j'arrive aux îles de la Madeleine. Puis, la consécration, c'est tu es allé, tout le monde en parle. C'est pas tu as fait un film, bravo. Hey, bravo, tu es allé, tout le monde en parle. Ça fait qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas tant de. Ça, c'est le syndrome vu à la TV qui marche toujours. Hein. Oui. Vu à la télé, c'est encore utilisé comme un bandeau. Oui, en logo. Là, je pense que je vais mettre mon chandail. Vu à la télé. Une des exceptions, pas une exception, mais un exemple d'auteur très populaire ici, puis qui, pour le moment, du moins, est encore que très populaire ici au Québec, principalement pour son œuvre, c'est Patrick Sénécal, qui a un fanbase énorme. Il y a vraiment Patrick Sénécal, l'homme, et Patrick Sénécal, l'auteur. Il a su très bien faire la différence entre les deux, je trouve. Les fans de Alice, c'est des fans de Alice. C'est pas des fans nécessairement de Patrick Sénécal, ou ils vont être fans de l'œuvre, mais pas nécessairement de l'homme, parce que mais l'homme a quand même une carrière à Radio-Canada, va aller souvent en entrevue, avoir des points de vue très acerbes sur des sujets d'actualité, mais il ne va pas nécessairement parler de son œuvre à la radio, ou très rarement, du moins, là, quand il est en tournée de promotion, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, de gens qui ont vraiment réussi à
à faire la distinction entre les deux. On aurait peut-être le temps pour une dernière petite question. À qui l'honneur? Peut-être en avant? Il y en avait deux. Deux questions. Deux questions, d'accord. Deux questions. Oui, Deux questions. On tranche. On parle beaucoup du fait que le fanbase, le rapport justement à l'idole est différent au Québec par rapport aux autres nationalités. Mais est-ce que, parce que dans les exemples que vous avez donnés, c'est surtout comme un rapport dans la réalité, tu sais, face à face, on ne va pas comme aller demander des autographes et tout. Mais est-ce que le rapport est tout de même différent sur Internet, là où il n'y a pas vraiment de nationalité? Tu sais, tous les commentaires vont se mêler. Tu sais, il n'y aura pas de limitation par rapport au pays et tout. Voilà. Il y a quand même une limitation, ne serait-ce que par la langue ou la diffusion qu'a notre travail. Donc, c'est sûr que si... là, j'ai parlé de la Corée du Sud, puis ça donne qu'on y est allé, mais si on n'y était pas allé, on n'aurait pas de réaction de Corée du Sud sur nos réseaux, sur... Il y a un truc que j'ai remarqué, parce qu'évidemment, en suivant mes sujets fans, eux, quand on se promène dans les conventions, il y a des acteurs de Star Wars qui se retrouvent, comme la dernière fois, la dernière convention, il y avait Logan, je ne me rappelle plus de son prénom, bref, celui qui faisait Boba Fett dans Attack of the Clones, on l'a plus revu par après, là, ici, on ne se rappelle même plus c'est qui, mais il y avait 10 ans, mais puis il était très familier avec tout le monde, donc il y avait un rapport très familier. Mais dans mes 4 sujets, je dirais qu'il y en a vraiment juste un là, qui, lui, là, c'était important. Quand il était à Celebration, il fallait qu'il aille chercher son autographe du personnage d'Enfist Nest. Parce que c'est ça, il y avait quelque chose par rapport à lui, parce que c'était un Huron bon, il vient de. C'était Gros Louis, l'un de mes sujets, pour ne pas le nommer, donc qui est un fan de Star Wars assez solide. Il a un bunker plein. C'est un homme d'affaires, il est très groundé. Mais lui, quand il va dans les conventions, il faut qu'il aille chercher ses signatures. Puis il a créé des relations comme ça aussi avec Jeremy Bullock, qui est déjà rentré dans sa collection pour venir voir ses jouets et tout ça. Puis aussi, par rapport à sa propre tradition, vu qu'ils iront très proche de ses traditions, le personnage d'Enfist Nest avait un costume qui était très, très, très inspiré par les traditions autochtones. Bref. Fait que, il y avait un lien avec ça. Je pense que par écrit, on est très poli dans notre adulation. Mais les médias sociaux ont fait en sorte que notre détestation peut être très verbale et on peut avoir beaucoup de bagou là, quand même là, sur les médias sociaux lorsque vient le temps de détester. Je pense que c'est ce que les médias sociaux ont ouvert chez le public québécois. Il y a moins de gêne lorsqu'on est derrière un écran, c'est normal. Je ne sais pas si à ce moment, vraiment dans ce milieu-là, on se distingue. Je pense que c'est pas mal universel comme résultat. Là. Et le Québec, le public québécois n'y échappe pas. Bonjour. Moi, j'aurais une question en fait au sujet du rapport entre les fans et les stars. Vous aviez dit tout à l'heure que Hollywood avait contribué à créer une image mythique des stars. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être quotidiennement en contact avec ces stars, à travers les réseaux sociaux et notamment les stories, on peut les voir donc quotidiennement au jour le jour, ça n'altère pas en fait ce côté mystique. C'est-à-dire qu'on admire moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime les gens, on ne les aime pas, mais on ne les admire plus. Moi, ouais, allez-y. Il peut y avoir quelque chose de ça, mais je crois qu'un des principes de toute célébrité, c'est qu'elle doit entretenir un phénomène de curiosité. Et donc, sa responsabilité à elle, c'est de maintenir l'intérêt par la curiosité. Et quelle que soit les technologies aussi, ça reste vrai. Mais c'est vrai que avec la forme de grand rouleau compresseur et de banalisation d'Internet, des réseaux sociaux, il y a une difficulté plus grande à trouver la différence et à trouver la singularité. Ça, c'est sûr. Je pense que on parlait au début de plusieurs différentes catégories de fans. Je pense qu'auprès du fan dévot, donc celui ou celle qui va tout connaître sur le sujet ou la personne donnée, sans nécessairement être un commetteur ou un consommateur, souvent, bon, ça vient ensemble, mais je pense que en ce moment, la proximité entre le fan dévot et la star ou le stardom va créer des nouvelles choses, des nouveaux comportements,
qui sont extrêmement intéressants, mais en même temps un peu troublants. Ça me fait penser à un film de Cronenberg ou Fils, où les gens achetaient des maladies de stars pour se les incuber eux-mêmes. Maintenant, il y a un phénomène sur les réseaux sociaux où les gens vont dire, comme si c'était une expression, telle star, tue-moi, prends une hache, coupe-moi la tête maintenant, je t'aime trop, on veut se faire tuer par notre objet d'adulation. Les fans d'Evo sont... On est vraiment dans c'est presque religieux, il y a beaucoup de religiosité là-dedans. On peut peut-être même faire un lien avec la sécularisation de la société, puis une compensation de ce type-là aussi. Là. On a plus de temps, on travaille moins, on a plus d'heures pour s'adonner à des activités connexes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être né avec les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de stars nous donnent accès, supposément, parce que ça peut être très construit, mais nous donnent accès à leur vie privée. Donc, on a accès à des moments intimes. Puis, j'ai l'impression que je ne l'ai pas étudié, là, mais il n'y avait pas... Avant, c'était des êtres inatteignables qui vivaient comme les aristocrates ou la nouvelle aristocratie. Mais de plus en plus, on les présente. Et il y a tout un marketing auquel eux-mêmes participent de se présenter comme dans la vie. En fait, c'est le double sens. Si vous prenez le mot people, c'est le double sens. People, c'est à la fois les célébrités dans leur monde inaccessible, mais ces people, c'est les gens. C'est les gens comme vous et moi. Et donc, le circuit est raccourci avec les réseaux sociaux. Oui, puis les selfies, on peut facilement arriver chez eux, mais en même temps, ils sont comme nous. Ils ont des maladies comme nous, ils sont jaloux comme nous, ils ont des déprimes comme nous. Donc, c'est dans les deux sens. Puis, comme récemment, j'étais à Rome, puis je suis arrivée dans une marche. J'y étais pour le travail, mais dans un temps libre, je vais marcher, puis je vais voir la fontaine de Trévi. Donc, on est dans un lieu mythique. Et j'arrive, puis quand on y arrive par une petite ruelle, puis là, ça m'apparaît subitement. Puis là, je fais comme « Ah, mais tout le monde fait dos à la fontaine de Trévi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un geste politique. » Mais ça dure quelques instants dans ma tête. En fait, c'est tout le monde qui fait dos pour faire un selfie. Ah, oui, oui. Avec, et donc, ça renverse aussi c'est comme le truc mythique. Il perd de son importance. L'importance, c'est soi dans cet espace, à côté de... Donc, il y a comme tout ce rapport, justement. Tout le monde veut faire de soi une vedette aussi. Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être fan de soi-même? Avec Instagram, on peut faire de l'ego casting. Ah oui. Donc, on peut faire de la fanitude de soi-même. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et on peut être en voyage qu'en se mettant en scène dans le voyage. Oui, c'est ça. Puis, ultimement, même, on pourrait créer d'autres personnages qui sont fans de nous-mêmes. Ah oui, et d'ailleurs, dans le profil Amina, il y a ça. C'est une personne, puis ça a duré des années, donc ça devient très cohérent, ça devient réaliste, qu'on voit que ça n'a pas été créé hier, parce qu'il y a une traçabilité là, assez facile en ligne. Mais quand quelqu'un travaille là-dessus sur plusieurs années, bien, à un moment donné, ça devient juste on y croit parce que ça répond de différents endroits depuis longtemps que des gens sont fans de Amina. Elle existe depuis longtemps. Elle a eu des relations amoureuses, mais c'est toute la même personne qui les a créées quand même au fil de... Eh bien, merci énormément. C'était absolument passionnant. Merci à vous. On applaudit nos intervenants, Sophie Desrasses, Jean-Christophe Réel, Philippe Marion, Gauthier Langevin et Marjolie Corcoran. Merci beaucoup.